Daniel se promenait dans l'allée ensoleillée du parc municipal, tout en passant un appel téléphonique qui semblait être d'ordre professionnel. Son apparence impeccable et sa concentration totale sur la conversation témoignaient de son habitude à régler des questions importantes. Soudain, son regard se posa sur une scène qui se déroulait sur l'un des bancs latéraux, ce qui le fit s'arrêter et interrompre son appel. Une femme, vêtue de vêtements usés, était assise sur le banc, le visage marqué par une profonde fatigue. Et à côté d'elle, comme le reflet de cette fatigue, était assise une petite fille d'environ 8 ans. Malgré son air fatigué, la femme lisait avec un sang-froid étonnant les lignes d'un vieux livre, tandis que la petite fille l'observait attentivement. Soudain, Daniel, comme poussé par son instinct, s'approcha d'elle. « Excusez-moi, » dit-il doucement, en essayant de ne pas perturber leur silence pensif. La femme leva les yeux vers lui avec effroi, le regard plein de méfiance et même d'hostilité. « Que voulez-vous » demanda-t-elle sèchement, serrant involontairement sa fille contre elle. « Maman, il regarde juste le livre » murmura doucement la petite fille. « Alice, tais-toi » aboya Catherine. Puis, s'adressant à Daniel, elle ajouta avec une détermination inébranlable « S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. » Catherine était assise sur un banc, et sa situation actuelle contrastait fortement avec son passé. Elle était autrefois une professeure de littérature respectée, mais après la mort tragique de son mari, sa vie avait radicalement changé. Des dettes énormes, la perte de sa maison et de ses économies ont conduit Catherine et sa fille Alice dans un refuge municipal. Ses seules consolations étaient les livres et sa conviction profonde que l'éducation de sa fille était la seule voie vers un avenir meilleur. Daniel a bâti son empire financier en partant de rien et en surmontant la pauvreté, en s'appuyant uniquement sur ses connaissances. Il a également connu une tragédie personnelle en perdant sa femme, qui avait toujours rêvé de créer une fondation caritative pour aider les enfants talentueux, mais qui n'a pas pu réaliser son rêve le plus cher. Daniel ne prêta pas attention à sa brusquerie. Son regard était fixé sur la couverture usée que tenait la fillette. « Les aventures d'Alice au pays des merveilles », dit-il d'une voix bienveillante en s'adressant à l'enfant. « L'une des histoires que j'aime le plus dans ma vie. » Alice le regarda d'abord avec surprise, puis regarda sa mère, comme pour demander la permission. « Tu aimes lire ?» continua Daniel en s'accroupissant pour être à la hauteur de la fillette. Catherine se raidit, mais n'intervint pas, observant l'intérêt qui s'allumait dans les yeux de sa fille. « Oui, » répondit Alice doucement. « Maman dit toujours que les livres sont comme des portes vers d'autres mondes. » « Ta maman a tout à fait raison, » acquiesça Daniel. Puis, il se leva et s'adressa à Catherine. « Je m'excuse si je vous ai fait peur. C'est juste que je n'avais pas vu depuis longtemps quelqu'un lire avec autant de passion dans un parc. » Il marqua une pause, puis proposa « Je vais déjeuner dans un café tout près d'ici. Permettez-moi de vous inviter, nous pourrions discuter de livres. » « Nous n'aimons pas accepter les cadeaux de personnes que nous ne connaissons pas, » répondit sèchement Catherine. « Ce n'est pas de la charité, mais une invitation, » répondit-il doucement. « La présence de 2 dames aussi cultivées serait un immense honneur pour moi. » Catherine regarda le visage de sa fille, qui s'illumina d'un faible espoir. Elle soupira lourdement, consciente qu'elle ne pouvait refuser un dîner chaud à son enfant. « D'accord, » murmura-t-elle à peine audiblement. Dans un café confortable, Alice dévorait sa soupe au poulet avec un plaisir non dissimulé. Catherine mangeait en silence, sans quitter son assiette des yeux. « Que veux-tu faire quand tu seras grande, Alice ?» rompit le silence Daniel. « Professeur, comme maman, » répondit la fillette sans hésiter. Daniel regarda Catherine avec un regard nouveau.
Alors qu'ils quittèrent le café, il l'arrêta. « Attendez, dit-il. » Il sortit une carte de visite sobre de la poche de sa veste et la lui tendit. « Ce n'est pas la mienne, expliqua-t-il. C'est celle d'une fondation qui aide les personnes en difficulté, en particulier les enfants, et dans le domaine de l'éducation. Je pense que vous devriez les appeler, dit Daniel. Catherine prit la carte en carton épais avec méfiance. Elle ne comportait que le nom, Fondation Héritage, et un numéro de téléphone. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que les mères qui prennent soin de leurs enfants et les filles intelligentes comme Alice méritent d'être soutenues, répondit Daniel. Il fit un signe de tête en guise d'au revoir et s'en alla, laissant Catherine seule avec la carte de visite et un mélange complexe d'émotions dans son cœur. Le bruit sourd de la lourde porte d'entrée du refuge municipal les isolait de la lumière du soleil et du bruit de la rue animée. À l'intérieur, l'air était humide, imprégné d'une odeur de désinfectant et de désespoir. La bonne humeur d'Alice, nourrie par un délicieux déjeuner et une aventure inattendue, s'était évaporée, laissant place à l'angoisse silencieuse habituelle dans ces lieux. Catherine serra la petite main de sa fille, sentant l'atmosphère glaciale du refuge lui transpercer la peau. La différence entre le confort chaleureux du café et cette triste réalité était si forte que Catherine eut un pincement au cœur. Dans le hall, derrière le comptoir de l'administration, était assise Dolores, la directrice du refuge, une femme à la carrure imposante, au menton lourd et aux petits yeux perçants. Elle posa le journal et les fixa d'un long regard perçant. « Vous vous promenez, Catherine ?» demanda-t-elle d'une voix délibérément forte, sans la moindre trace de bienveillance. « J'espère que vous n'avez pas oublié que le dîner est à 6 heures, rappela-t-elle. « Nous nous en souvenons, merci, répondit doucement Catherine, s'efforçant de passer rapidement devant cette femme désagréable avec sa fille, pour rejoindre leur petite chambre. Ce n'est qu'une fois en sécurité dans son refuge temporaire, une minuscule pièce avec 2 lits en fer et une chaise, que Catherine se détendit et se permit de respirer. Elle s'assit sur le bord du lit et regarda Alice disposer avec ravissement sur son oreiller plusieurs cailloux lisses ramassés dans le parc. Dans sa poche, Catherine trouva un rectangle de carton épais, une carte de visite. Elle la sortit et l'examina avec attention, comme si elle cherchait dans les lettres gravées quelque chose de plus que de simples coordonnées. Un espoir inconnu, à peine perceptible et presque oublié, palpitait en elle, luttant contre un scepticisme et une méfiance profondément enracinée. Tout cela semblait trop parfait, trop irréel pour son monde, où la gentillesse n'était pas une évidence, où l'aide avait toujours des objectifs cachés et entraînait inévitablement des obligations humiliantes. Un coup sec et soudain à la porte la fit sursauter, et elle rangea rapidement la carte de visite sous son oreiller. La porte s'ouvrit sans prévenir, et Dolores entra, le visage illuminé d'un sourire de fausse sollicitude. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien, » dit-elle, tout en balayant la pièce du regard, comme si elle cherchait quelque chose. Certains clients ont l'habitude d'apporter des objets inutiles de l'extérieur, ajouta-t-elle, et la petite pièce sembla se rétrécir encore davantage sous son regard. « Nous n'avons rien apporté, » affirma Catherine avec fermeté, en se levant et en protégeant sa fille de son corps. « Comment cela ?» sourit Dolores. Son regard se posa sur le bord d'une carte de visite qui dépassait dessous l'oreiller. Faisant un pas en avant, Dolores la retira sans cérémonie. Quelle est donc cette valeur ? Le fond « héritage », lut-elle à haute voix, d'une voix empreinte d'un mépris évident. Notre ancienne enseignante aurait donc trouvé de riches mécènes ? Le visage de Catherine s'empourpra de honte. Elle tendit silencieusement la main, exigeant qu'on lui rende ce qui lui appartenait. Ces cartes ne sont pas distribuées à la légère,
continua la directrice en tournant la carte de visite entre ses mains. « Il faut être extrêmement charmante pour intéresser ce genre de personnes. J'espère que vous avez réussi cette tâche, Catherine. Pour le bien de votre fille, bien sûr. » Chaque mot était empreint d'un poison insidieux et de sous-entendus malveillants. Catherine sentait monter en elle une rage impuissante, sachant que toute réplique acerbe ne ferait qu'aggraver la situation. Dolores exerçait ici un pouvoir presque absolu et pouvait transformer leur existence en un véritable cauchemar. « Cela ne vous regarde pas, » murmura Catherine en serrant les dents. « Vous vous trompez, ma chère. Tout ce qui se passe dans cette maison m'intéresse, » répondit sèchement Dolores en jetant sa carte de visite sur le lit. « N'oubliez pas que les cadeaux gratuits sont souvent des pièges. Et n'oubliez pas qui vous a donné un toit. » Sur ces mots, elle se retourna et partit, laissant derrière elle une odeur envahissante de parfum bon marché et un sentiment de malaise. Catherine resta immobile, écoutant ses pas lourds s'éloigner. Cette dernière conversation fut pour elle le point de non-retour. Elle regarda Alice, qui se blottissait contre le mur, tremblante, et comprit qu'elle ne pouvait plus accepter une telle humiliation pour son enfant. Tous ses sentiments, fierté, peur, doute, firent place à une détermination maternelle farouche. Catherine devait les sortir de là par tous les moyens. Quand Alice, épuisée par les événements de la journée, s'endormit, Catherine sortit une carte de visite. Dans la faible lumière de la veilleuse, les mots sur la page lui apparaissaient tantôt comme une lueur d'espoir, tantôt comme une manifestation moqueuse de la volonté du destin. Elle sortit dans le couloir vide et résonnant, où il n'y avait qu'un seul téléphone public sur tout l'étage. Ses mains tremblaient lorsqu'elle inséra la dernière pièce dans la fente. Après avoir composé le numéro, elle sentit son cœur battre à tout rompre, comme si tout l'immeuble pouvait l'entendre. Après plusieurs sonneries angoissantes, une voix féminine calme et polie se fit entendre à l'autre bout du fil. « Bonjour, vous êtes bien au fond héritage. » Catherine déglutit, essayant de dissimuler le tremblement de sa voix. Elle raconta maladroitement comment elle avait trouvé la carte dans le parc, sa situation difficile et sa petite fille. La femme, à l'autre bout du fil, l'écouta en silence, sans l'interrompre, puis lui proposa « Nous pouvons organiser une réunion demain pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider. Le midi, vous convient-il » Sans hésiter, Catherine accepta. « Alors, rendez-vous demain à midi, au centre d'affaires Citadelle, au 25e étage. N'oubliez pas d'apporter les documents nécessaires. Bonne journée. » Une brève série de bips retentit dans le combiné. Catherine le reposa lentement sur le crochet. Citadelle. L'un des bâtiments les plus hauts et les plus prestigieux de la ville, avec sa façade en verre étincelante, lui avait toujours semblé inaccessible, tel un géant dominant un grain de sable. Elle s'imagina vêtue de sa seule robe usée, entrant dans ce monde de luxe et de pouvoir, ce qui lui inspira à la fois une terreur glaciale et une détermination désespérée. Le matin, la procédure humiliante du choix des vêtements commença. Il ne lui restait qu'un petit assortiment de vêtements usés, et la robe la plus présentable était déjà décolorée et usée. Catherine resta longtemps devant le seul miroir fissuré de la salle de bain commune, essayant d'améliorer son apparence, de cacher ses défauts, et de préserver ce qui lui restait de dignité. Les regards des autres résidentes du refuge étaient insistants et semblaient un moqueur, mais Catherine s'efforçait de les ignorer. Elle confia Alice à l'une des rares femmes bienveillantes, promettant de revenir aussi vite que possible, et sortit dans la rue, le cœur rempli de mélancolie. Le centre-ville lui semblait être un monde étranger. Autour d'elle, des voitures de luxe filaient à toute allure. Des gens, impeccablement vêtus, se dépêchaient vacants à leurs occupations. Et Catherine se sentait comme un corps étranger dans ce monde. Une ombre invisible, venue d'une autre réalité, plus modeste. Le centre d'affaires, Citadelle, s'élevait devant elle,
tel un cristal géant, reflétant dans ses façades de verre le ciel et sa petite silhouette perdue. En entrant, elle se retrouva dans un hall spacieux, recouvert de marbre, sur lequel les gens se déplaçaient sans bruit. L'air était frais, imprégné d'un parfum subtil de parfums coûteux. Elle s'approcha de la réception, sentant son cœur battre à tout rompre, et sa bouche s'assécher sous l'effet de l'excitation. La jeune femme, à la coiffure impeccable, jeta un rapide regard évaluateur à Catherine, plein d'un mépris à peine dissimulé, et dit « J'ai rendez-vous au fond héritage », répondit doucement Catherine, en essayant de ne pas laisser sa voix trembler. La jeune fille consulta quelque chose sur son ordinateur et lui dit sèchement « Au 25e étage, vous y obtiendrez votre badge d'accès à l'ascenseur. » L'ascenseur à grande vitesse l'éleva presque sans bruit, au-dessus de la ville. Mais Catherine ne remarqua pas le panorama saisissant qui s'offrait à elle, derrière la vitre panoramique. Seule, la solide poignée de son vieux sac, dans lequel se trouvait son unique dossier contenant ses documents, la sauva. Au 25e étage, une réalité complètement différente l'attendait. Le silence, les tapis coûteux qui étouffaient de peu le bruit des pas, et une élégance austère, presque solennelle, dans tout ce qui l'entourait. Dans la salle d'attente, elle fut accueillie par une assistante polie qui lui offrit de l'eau et lui demanda de patienter. Catherine, se sentant comme dans une position inconfortable sous l'œil de l'objectif, s'assit sur le bord d'un luxueux canapé en cuir. Tout autour d'elle régnait une atmosphère de richesse et de réussite qui l'oppressait comme une force invisible. La porte du bureau s'ouvrit et l'assistante l'informa. « Monsieur Grant vous reçoit. Je vous prie d'entrer. » Catherine sentit son cœur se serrer. Elle prit une profonde inspiration et entra dans le bureau spacieux et baigné de soleil. Une immense fenêtre, occupant tout un pan de mur, offrait une vue panoramique sur la ville, et près de celle-ci, lui tournant le dos, se tenait un homme qui regardait au loin. Lorsqu'il se retourna, Catherine se figea, reconnaissant en lui l'homme qu'elle avait croisé la veille dans le parc. Daniel. « Bonjour, Catherine, » dit-il d'une voix calme, comme s'il ne s'était pas vu récemment. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Elle s'affala, impuissante, dans le fauteuil en face de son immense bureau. Ses pensées étaient en plein chaos. La fondation, la carte de visite, ce bâtiment, tout lui appartenait. Elle se sentait comme un pion naïf dans un jeu mystérieux. « C'est vous. » « Mais pourquoi ?» parvint-elle seulement à murmurer. « Parce que je n'accepte pas la bureaucratie », répondit simplement Daniel en passant derrière le bureau et en s'asseyant en face d'elle. « La Fondation fonctionne réellement, mais elle se concentre sur des projets mondiaux. Je préfère contrôler personnellement l'aide directe et ciblée. En vous rencontrant hier, j'ai compris que vous n'aviez pas besoin de charité, mais d'une opportunité concrète. » Il parlait calmement, d'un ton professionnel, sans aucune trace de pitié dans la voix. Cela rassura quelque peu Catherine et l'aida à reprendre confiance. « Quelle opportunité ?» demanda-t-elle d'un ton plus assuré. « Un emploi, » répondit Daniel. « Vous êtes professeur de littérature, si je ne me trompe pas. Je suis collectionneur de livres rares. Je possède un grand domaine à la campagne, dans lequel se trouve une bibliothèque qui a besoin d'être réorganisée depuis longtemps. J'ai besoin d'un spécialiste qui puisse la mettre en ordre, établir un catalogue et veiller à la conservation des livres. C'est un travail responsable et fastidieux qui prendra beaucoup de temps. » Catherine le regardait, n'en croyant pas sa chance. Un travail dans son domaine. « Mais ce n'est pas tout, » ajouta-t-il. « Je sais que vous n'avez nulle part où vivre. Il y a une petite maison d'hôte, sur le domaine, entièrement équipée. Vous et votre fille pouvez y vivre aussi longtemps que vous le souhaitez. Alice pourra fréquenter la prestigieuse école locale. Je vous offre un salaire décent, une prise en charge complète
et surtout la paix et la tranquillité. La proposition était si inattendue que Catherine pensa d'abord qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Elle resta silencieuse, essayant de comprendre où était le piège, mais le visage de Daniel ne trahissait aucune malice. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle finalement. « Parce que j'ai observé la façon dont vous élevez votre fille, » répondit Daniel. « Dans vos yeux, j'ai vu non seulement l'amour maternel, mais aussi la foi dans le pouvoir de la connaissance. C'est exactement le genre de personne que je recherche. » Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un contrat. « Prenez le temps de réfléchir. Ne vous précipitez pas, mais j'espère que ma réponse sera favorable. » Catherine, les mains tremblantes, prit les papiers. Elle se leva, encore incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. À la porte, son regard s'arrêta par hasard sur l'une des photos dans un cadre argenté posé sur la table. On y voyait Daniel souriant, embrassant une petite fille aux 2 tresses blondes. Ses yeux étaient étonnamment familiers, pleins d'éclat et de curiosité, et la fillette ressemblait de façon frappante à sa fille Alice. Le déménagement s'est déroulé rapidement, comme dans un rêve surréaliste. Le lendemain de la signature du contrat, un chauffeur silencieux est venu les chercher au refuge, dans une imposante voiture noire. Dolores les regarda partir avec un regard plein de haine froide et d'envie à peine contenue. Catherine, s'efforçant de ne pas la regarder dans les yeux, prit rapidement le seul sac qu'ils avaient et, sans lâcher la main d'Alice, quitta le foyer sans éprouver le moindre regret. Pendant tout le trajet jusqu'à la maison de campagne, Alice ne pouvait détacher ses yeux de la fenêtre, son visage rayonnant d'un mélange d'enthousiasme et d'étonnement. Il traversait des paysages pittoresques qui, à chaque kilomètre, devenaient de plus en plus isolés et raffinés. Finalement, la voiture s'arrêta devant un grand portail en fer forgé qui s'ouvrit sans bruit, laissant apparaître un immense parc bien entretenu. « Maman, on va vivre dans un vrai manoir » murmura Alice, le nez collé à la vitre. Catherine se contenta d'esquisser un faible sourire, n'arrivant pas à croire ce qui venait de se passer. La maison d'hôte s'avéra être un véritable miracle. Un charmant cottage niché au milieu d'une profusion de fleurs. À l'intérieur régnait une atmosphère dont elle n'aurait jamais osé rêver. Des pièces lumineuses et spacieuses, des meubles confortables, une cuisine équipée de tout le nécessaire, et même une petite chambre d'enfant avec un lit recouvert d'une douce couverture rose. Alice, ravie, se précipita pour inspecter sa nouvelle demeure, tandis que Catherine, submergée par une joie tranquille, ne pouvait retenir les larmes qui coulaient lentement sur ses joues. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix et en sécurité. Le lendemain, elle commença à travailler. Daniel l'accompagna personnellement à la bibliothèque, qui se trouvait dans la maison principale du domaine. C'était une grande pièce à 2 étages, avec de hauts plafonds voûtés, remplis d'étagères en bois sombre qui s'étendèrent du sol jusqu'au dernier étage. L'air était imprégné d'un parfum dense et apaisant, de vieux papiers et de reliures en cuir. Des milliers de livres, recouverts d'une couche de poussière, étaient disposés de manière désordonnée, mais dans une palette gothique séduisante. Catherine ne ressentit pas de découragement, mais au contraire, elle fut enthousiasmée par ce qu'elle voyait. Ce n'était pas le chaos qui s'offrait à elle, mais un immense potentiel. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de travail ici, commenta Daniel en balayant la pièce du regard. Mon père a passé toute sa vie à constituer cette collection, mais ces dernières années, elle n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait. Je veux que vous vous comportiez ici comme une maîtresse de maison. Réorganisez tout à votre guise, commandez tout l'équipement nécessaire. C'est votre territoire. Je ne sais même pas comment vous exprimer ma gratitude, murmura Catherine en caressant le dos d'un ancien folio. La meilleure reconnaissance sera de mettre de l'ordre dans ces murs, répondit-il. Je ne vous dérangerai pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à la gouvernante, Madame Piper. Elle est au courant de tout. Sur ces mots,
Il partit, laissant Catherine seule. Et pour elle, une nouvelle vie commença, comme dans un conte de fées. Elle passait ses journées dans le silence de la bibliothèque, plongée dans le monde des livres, les triant, les nettoyant et les classant. Pour elle, ce travail était comme une méditation, un moyen d'apaiser son âme. Chaque exemplaire rare trouvé, chaque annotation curieuse dans les marges, était pour elle un petit miracle. Chaque découverte lui redonnait force et confiance en elle. Alice, quant à elle, s'épanouissait. Elle passait des heures dans l'immense parc, dévorait avec appétit les pâtisseries fraîches de Madame Piper, et se lia d'amitié avec Martin, le jardinier, qui lui confiait ses secrets pour entretenir les roses. Le soir, elle et Catherine passèrent du temps dans leur confortable petite maison, lisant à haute voix et réfléchissant à l'avenir. Le sentiment de sécurité et la peur constante faisaient progressivement place à la sérénité. Elles ne voyaient pas souvent Daniel. Parfois, il leur faisait un signe amical en passant en voiture ou observaient de loin Alice s'amuser dans le pré. Il gardait ses distances, ce que Catherine appréciait, car il lui avait non seulement donné un travail et un toit, mais aussi quelque chose de bien plus important, la chance d'une nouvelle vie, sans sentiment de dette ou d'humiliation. Plusieurs semaines passèrent en un clin d'œil. L'idylle semblait parfaite et solide, comme une forteresse à l'épreuve de toute destruction. Un soir, alors que Catherine couchait Alice, celle-ci lui demanda soudain, avec une telle tendresse, que Catherine en eut le cœur serré. « Maman, est-ce qu'on va toujours vivre ici ?»« J'espère bien, ma chérie, » répondit-elle en embrassant sa fille sur le front. Après avoir couché Alice, Catherine sortit sur la véranda de sa petite maison, où elle fut accueillie par l'air du soir, embaumée par les fleurs. Enfin, après une longue période, elle ressentit un bonheur presque complet. À ce moment-là, le silence fut rompu par le signal strident et insistant de l'alarme automobile à l'entrée principale. Catherine regarda dans cette direction avec étonnement, car les visiteurs étaient rares à cette heure-là. Quelques minutes plus tard, elle vit une voiture qu'elle ne connaissait pas rouler lentement sur la route menant à sa maison. La voiture s'arrêta, et une femme en sortit, à la vue de laquelle le cœur de Catherine se figea. C'était Dolores. Vêtue de son costume le plus voyant et le plus criard, elle regardait la petite maison avec un sourire prédateur. Catherine resta figée, incapable de bouger. Son monde, tel un conte de fées, s'écroulait sous ses yeux. Dolores s'approcha lentement de la véranda, ses petits yeux examinant avec délectation tout ce qui l'entourait. « Comme tu t'es bien installée, Catherine », chantonna-t-elle de sa voix douce et empoisonnée. « C'est un rêve, tout droit sorti d'un magazine sur papier glacé. Mais tu sais bien que de telles merveilles ne passent pas inaperçues aux yeux des services sociaux. »« Que faites-vous ici ?» demanda Catherine d'une voix rauque en reculant vers la sortie. « N'aie pas peur, ma chérie, ce n'est qu'une visite officielle, » répondit Dolores avec un sourire, tout en la fixant de son regard imposant. « Je suis venu vérifier les conditions de vie de l'enfant, et j'ai beaucoup de questions. » Dans un élan instinctif, Catherine serra la poignée de la porte, comme pour tenter de préserver la frontière invisible de sa nouvelle existence fragile. Son calme, longuement acquis, disparut en un instant, laissant place à une terreur glaciale. Elle regarda Dolores dans les yeux avec effort, s'efforçant de garder son sang-froid. « Vous n'avez pas le droit de mener des enquêtes ici, » dit-elle fermement, la voix légèrement tremblante. « Vous dirigez le refuge municipal, mais nous n'y vivons plus. » Dolores rit doucement, son rire teinté de mépris. « Ah, Catherine, vous êtes si naïve. Je ne suis pas seulement directrice. J'ai des relations dans les services sociaux. Et quand je vois une mère célibataire au passé trouble se retrouver soudainement dans la somptueuse propriété d'un homme fortuné, cela soulève de sérieuses questions pour moi, en tant que personne soucieuse du bien-être de la société. Tu comprends ?
Elle s'approcha, et Catherine sentit son parfum lourd et écœurant. « Quels autres doutes ?» s'écria Catherine. « Monsieur Grant m'a donné un travail. Tout va bien ici pour Alice. Elle est heureuse. »« Le bonheur est une chose relative, » répondit Dolorès en contournant la véranda et en regardant la fenêtre lumineuse du salon. « Les changements peuvent être trop brutaux pour un enfant. Cela peut nuire à son psychisme. Aujourd'hui, c'est un château, et demain, un retour à la rue ? Les tuteurs n'aiment pas cette instabilité. Ils ont besoin de garanties solides. « Quelle garantie puis-je vous donner ?» demanda Catherine, qui commençait à se sentir mal à l'aise. Elle commençait à comprendre où cette conversation allait mener. « Pas à moi, ma chère, pas à moi. » la corrigea doucement Dolorès en s'approchant d'elle et en baissant la voix jusqu'à un murmure à peine audible. « Vous gagnez bien votre vie maintenant, n'est-ce pas ? Ce serait très noble de votre part de ne pas oublier ceux qui vous ont offert un toit dans les moments difficiles. Un petit don mensuel à notre établissement serait une belle preuve de votre gratitude. De plus, cela témoignerait de votre force morale et de votre sens des responsabilités. » Catherine la regardait, les yeux écarquillés. Cela ressemblait à du chantage, franc, impitoyable et cynique. « Je refuse de payer, » déclara-t-elle fermement. Le sourire disparut du visage de Dolorès, remplacé par une douleur froide et calculatrice. « C'est une décision très naïve et imprudente, Catherine. Réfléchissez-y. Je vais rédiger un document officiel dans lequel je préciserai que la mère, auparavant sans ressources, est désormais sous la tutelle d'une personne influente. Je soulignerai que son état psychologique est préoccupant et que l'enfant a été retiré de son environnement familier, même s'il n'était pas riche. Je peux y inclure de nombreux autres détails importants, et ma signature, crois-moi, a un poids considérable. » Elle fit une pause pour laisser ses paroles résonner. « Imagine qu'un inspecteur des services sociaux vienne nous rendre visite. De longues conversations avec Alice, des questions pour savoir si quelqu'un lui fait du mal, si elle a peur ici. Ils vont t'examiner, Catherine, comme sous un microscope, à la recherche du moindre défaut, et je les aiderai à le trouver. Est-ce vraiment ce que tu veux pour ta fille ?» Chacun de ces mots touchait au cœur même de l'horreur maternelle. Catherine vit devant elle le visage effrayé d'Alice, imagina les fonctionnaires dans sa chambre et fut prise d'un sentiment de panique, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Combien ?» murmura-t-elle, consciente de son désespoir. Dolorès sourit à nouveau, et cette fois, son sourire exprimait la victoire. « Je t'avais dit que tu étais une femme intelligente. La moitié de ton salaire, ni plus, ni moins. Remets-moi l'argent en espèces au début de chaque mois, et ce secret restera entre nous. Votre vie heureuse continuera. Je n'ai tout simplement pas autant d'argent. Je viens seulement de commencer à travailler, » tenta d'expliquer Catherine. « C'est votre problème, » répondit froidement Dolorès. « Trouvez un moyen. Demandez à votre protecteur. Je suis sûr que ce n'est qu'une bagatelle pour lui. Le premier paiement est dans une semaine. Je t'appellerai pour te dire où on se retrouve, » dit-elle. Et sans dire au revoir, elle retourna vers le taxi qui l'attendait. Catherine resta figée sur la véranda, serrant la balustrade de ses doigts blancs comme la mort. La soirée calme et parfumée s'était transformée pour elle en un abîme de désespoir. Elle se trouvait dans une impasse. D'un côté, une femme prête à détruire son monde et à lui enlever sa fille. De l'autre, Daniel, l'homme qui lui avait apporté la lumière dans cette obscurité. Mais comment lui avouer tout cela ? Comment aller vers lui, son sauveur, et lui avouer que son passé avait apporté avec lui tant de négativité et de laideur ? Il ne verrait en elle pas une personne digne de confiance, mais la source de tous les malheurs. Il regretterait sa décision. Il serait effrayé par les éventuels scandales avec les services sociaux et il les chasserait simplement pour préserver sa tranquillité. Elle ne pouvait pas se permettre un tel risque.
Son regard se posa sur la grande maison de campagne brillamment éclairée. Elle semblait si proche, et en même temps si inaccessible. En proie à la peur et au désespoir, elle se retrouva seule, complètement seule, dans une cage dorée, pour laquelle elle allait maintenant devoir payer un prix terrible. Les jours suivants furent une véritable épreuve pour Catherine. Pendant la journée, elle se consacrait à son travail à la bibliothèque, trouvant dans le tri incessant des livres un refuge contre les pensées douloureuses qui tourbillonnaient dans sa tête. Elle s'efforçait de paraître calme et sereine, surtout dans les rares moments où la gouvernante, Madame Piper, venait lui apporter du thé chaud à la bibliothèque. « Tout va bien, Madame Piper ?» demandait aimablement la vieille femme. « Monsieur Grant est si heureux qu'il y ait enfin une âme vivante dans cette maison. »« Tout va bien, merci. » répondait Catherine en esquissant un sourire forcé. « Il y a beaucoup de choses intéressantes ici. » Cependant, dès que la majordome eut refermé la lourde porte en chêne, le sourire disparut de son visage, laissant place à une profonde inquiétude. Elle rangeait des volumes encombrants d'une étagère à l'autre, mais en réalité, son esprit était envahi par des options qui lui semblaient toutes plus désespérées les unes que les autres. Prendre l'argent de son premier salaire. Mais Dolores insistait pour avoir la moitié, et elle devait nourrir et habiller Alice. Demander une avance à Daniel? Mais pour quoi faire? Elle n'avait même pas réussi à travailler un mois. Cette idée lui inspirait un sentiment d'humiliation et de danger. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Elle restait éveillée pendant des heures, écoutant la respiration calme d'Alice, et son cœur se serrait d'horreur face à l'inévitable. La menace de Dolores lui semblait vivante, réelle, et elle voyait dans ses rêves des inconnus emmener sa fille, et elle était envahie par une panique dévorante. Pour se distraire de ses pensées douloureuses, elle décida de s'attaquer à la tâche la plus difficile de la bibliothèque. L'énorme bureau en acajou, encombré de vieux papiers et de factures. Il se trouvait dans un coin reculé, comme oublié par le temps, et semblait n'avoir pas été touché depuis longtemps. Catherine passa toute la journée à trier les documents jaunis, à les empiler et à essuyer la poussière des surfaces finement sculptées. Ce travail minutieux exigeait une concentration totale et chassa temporairement l'inquiétude de son esprit. À la fin de son travail, sa main effleura accidentellement un élément sculpté discret sur le panneau latéral du bureau. Un léger clic retentit dans le silence. Catherine se figea. Elle appuya délicatement une nouvelle fois sur le motif. Avec un grincement à peine audible, un petit tiroir dont elle ignorait l'existence sortit du panneau. Le cœur de Catherine se mit à battre plus fort. À l'intérieur, caché à la vue, elle vit, mais pas des richesses, ni des bijoux. Il n'y avait qu'un seul objet dans le tiroir, un petit journal intime recouvert de cuir bleu souple et orné d'un élégant fermoir en argent. Elle le sortit délicatement. Le journal n'était pas neuf, mais il avait manifestement été conservé avec amour. Malgré le sentiment de gêne que lui procurait cette intrusion dans une vie privée, elle ouvrit le fermoir et tourna la première page. Elle y lut, écrit d'une écriture soignée et élégante, « Olivia Grant ». Catherine sursauta. C'était le journal intime de la défunte épouse de Daniel. Elle savait qu'elle devait immédiatement le refermer et le remettre à sa place. C'était trop intime, mais une force mystérieuse la poussa à continuer sa lecture. Elle s'installa dans un vieux fauteuil en cuir près de la table et se plongea dans le texte. Dès les premières lignes, elle fut captivée par l'histoire de cette femme extraordinaire. Olivia écrivait avec une chaleur et un humour saisissants, décrivant sa rencontre avec le jeune et ambitieux Daniel, leur modeste cérémonie de mariage, leur premier pas dans le monde des affaires. L'une des premières entrées disait « Danny dit qu'un jour, il créera un empire. » Et je réponds, en riant,
que j'aurais alors besoin d'un royaume entier pour mes livres. Il m'a d'ailleurs promis de me le construire. » Catherine tournait les pages, captivée par la vie d'une autre, qui semblait si riche et si pleine d'amour. Elle lut le récit de la naissance de leur fille Lily, et comment Olivia s'était efforcée de lui offrir la meilleure éducation possible. Cependant, le motif principal qui transparaissait dans toutes les entrées du journal était son désir inébranlable d'aider les autres. « Aujourd'hui, j'ai fait du bénévolat dans une bibliothèque pour enfants, dans un quartier défavorisé, » écrivait-elle. Combien d'enfants talentueux et intelligents sont privés de la moindre chance de sortir de la pauvreté. C'est tout simplement injuste. Le savoir doit être accessible à tous, et pas seulement aux privilégiés nés dans des familles aisées. J'en ai déjà discuté avec Danny, il m'a écouté attentivement, il comprend tout. Nous avons convenu que dès que ces affaires seraient réglées, nous créerions une fondation. Une fondation qui recherchera ses talents et les aidera à révéler leur potentiel. Catherine lisait et ne pouvait retenir ses larmes. Dans ses notes, elle a découvert où Olivia et Daniel avaient trouvé le nom de leur futur projet. L'héritage, c'est ainsi qu'ils voulaient l'appeler, afin de laisser derrière eux non seulement des biens matériels, mais aussi un héritage d'opportunités pour les autres. Mais ensuite, le ton du journal a changé de manière notable. Il y avait des notes sur les visites chez le médecin, sur la détérioration de sa santé. Olivia écrivait sur sa peur, exprimant sa crainte de ne pas avoir le temps de réaliser leur rêve commun. « La maladie m'épuise, » disait-elle, « et parfois, quand je regarde Lily et Danny, mon cœur se brise. J'ai peur de les laisser sans moi. Danny m'a promis qu'il s'occuperait de tout. Il m'a juré que notre fondation survivrait. Je lui fais confiance. C'est l'homme le plus fort et le plus honnête que j'ai jamais rencontré. » Les dernières lignes étaient écrites d'une écriture fragile. La dernière entrée s'interrompait, comme si elle n'avait pas eu le temps d'être terminée. Catherine referma délicatement le journal. Le silence régnait dans la pièce, seulement rompu par le tic-tac d'une horloge ancienne. Elle regardait la couverture en cuir bleu entre ses mains, et tout s'assemblait dans son esprit pour former un tableau complet. La photo sur la table. La petite fille, qui ressemblait à Alice, était leur fille, Lily. Daniel avait perdu non seulement sa femme, mais aussi son enfant. À présent, son obsession pour l'éducation, son regain d'énergie soudain dans le parc, sa noblesse inhabituelle, presque détachée, tout cela prenait un sens et une profondeur nouveaux. Il ne se contentait pas de la pleurer. Il voyait en Lily l'incarnation du rêve qu'ils avaient donc construit ensemble avec Olivia, comme la continuation vivante de leurs espoirs. Il cherchait à tenir la promesse qu'il lui avait faite, non pas en tant que bienfaiteur, mais en tant que père désireux de réaliser le rêve de sa défunte épouse. C'était un homme qui cherchait à panser sa blessure en accomplissant le dernier souhait de la femme qu'il aimait. Et cette nouvelle perspective, cette nouvelle compréhension de ses motivations a tout bouleversé. La peur qu'il inspirait, la peur d'être qualifié de problème, a commencé à s'estomper. Son image, auparavant associée à celle d'un millionnaire tout-puissant et imprévisible, laissait désormais apparaître celle d'un homme profondément meurtri. Et peut-être était-il le seul à pouvoir la comprendre. Entre les mains de Catherine, le journal d'Olivia provoquait une tempête d'émotions, de la peur et une nouvelle détermination inébranlable. Ce petit carnet bleu était devenu pour elle la clé pour comprendre Daniel, pour comprendre son âme. Il ne lui semblait plus être un sommet inaccessible, mais un homme qui avait vécu la même douleur profonde de la perte qu'elle. Après avoir remis le journal dans le compartiment secret du bureau, Catherine sentit peser sur elle le fardeau de la gardienne d'un secret important et étranger. Et la décision fut claire. Elle devait tout raconter à Daniel. Pas besoin de demander, pas besoin de se plaindre.
Il fallait simplement raconter. Dolores, le chantage, la peur pour Alice. Tout devait être dit. Elle devrait lui parler non pas en tant que subordonnée, mais d'égal à égal, comme une personne qui a connu le chagrin, à une autre personne qui sait aussi ce qu'est la douleur. Cette pensée lui donnait de la force. Tout le lendemain, elle chercha le moment opportun pour entamer la conversation. Elle repassa le début de la conversation dans sa tête, choisissant les mots justes. « Daniel, j'ai besoin de vous parler. » Trop formel. « J'ai un sérieux problème. » Trop simple et trop franc. Finalement, elle décida de laisser place à l'improvisation, comptant sur la bonté qui, selon elle, brûlait dans son cœur. Mais Daniel ne se manifesta pas, ni à la bibliothèque, ni dans l'allée du parc. Sa voiture passa plusieurs fois devant elle, mais il était seul au volant, plongé dans ses pensées. À chaque minute qui passait sans qu'il n'apparaisse, l'espoir de Catherine s'évanouissait. Le soir, quand Alice fut endormie, elle sortit sur la véranda. Les fenêtres de la grande maison étaient éclairées. Il était chez lui. C'était maintenant ou jamais. Une profonde inspiration l'aida à calmer son cœur qui battait à tout rompre, et elle s'est dirigée d'un pas décidé vers l'entrée principale, en suivant le chemin pavé. Plus elle s'en approchait, plus son excitation grandissait. Ses paumes étaient aux moites, et elle avait la gorge nouée. Dans ses pensées, elle s'imaginait déjà sur le seuil de son bureau, prononçant les premiers mots les plus difficiles. À ce moment précis, des voix s'élevèrent de la porte entr'ouverte de la terrasse donnant sur le jardin. Elles étaient fortes, chargées de tension. L'une des voix était celle de Daniel. L'autre, celle d'une femme au caractère brusque et autoritaire que Catherine n'avait jamais rencontré auparavant, la poussa instinctivement à se réfugier dans l'ombre d'un buisson dense, comme si elle espionnait, mais ne pouvait s'enfuir. « Comment oses-tu prendre de telles décisions sans moi ?» cria la femme. Sa silhouette se détachait clairement sur le fond de la fenêtre éclairée de la pièce. C'était une grande blonde, vêtue avec une élégance raffinée. « J'en ai tout à fait le droit, Véronica, » répondit Daniel. Sa voix était calme, mais on y percevait une certaine fermeté. « C'est ma maison, mon argent et mon héritage. »« Notre héritage, Daniel. »« As-tu oublié que je suis la sœur d'Olivia ?» Catherine se figea. « La sœur d'Olivia. » Elle regarda fixement la femme, et ses traits anguleux laissaient effectivement transparaître quelque chose qui ressemblait au visage doux et souriant des photos. « Je n'ai pas oublié, » dit Daniel en s'approchant d'elle. « C'est précisément pour cette raison que je ne te laisserai pas détruire son rêve, en le transformant en un nouveau stratagème sans âme, pour blanchir l'argent de tes connaissances. » Elle rêvait d'aider les enfants, pas de financer tes événements mondains, commenta Véronica avec sarcasme. Tu t'es trouvé une nouvelle mission caritative. Une enseignante sans abri avec un enfant? Tu as décidé de jouer les sauveurs pour étouffer ta culpabilité. Tu penses qu'Olivia approuverait un tel spectacle? Ne prononce pas son nom, a aboyé Daniel, sa voix prenant un ton menaçant. Tu ne comprends rien à ce qu'elle voulait vraiment. Tu n'étais pas là quand elle est partie. Seules ses actions t'importaient. Et qu'est-ce qui t'intéressait, Daniel? Son argent? Tu n'étais qu'un moins que rien quand tu l'as rencontrée. C'est ma sœur qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Daniel le chassa de la maison avec colère. Un silence de mort s'abattit sur la maison. Catherine, figée dans l'ombre, retenait son souffle, n'entendant que les battements frénétiques de son propre cœur. Elle était devenue le témoin accidentel d'un drame familial hideux où régnaient les accusations mutuelles et les vieilles blessures. Le mince fil d'espoir, de compréhension avec lequel elle était venue ici s'était rompu. Comment pouvait-elle maintenant l'approcher et lui parler de son chantage? Son problème semblait insignifiant, minuscule par rapport à cette tempête. Il n'était pas simplement en deuil, il était un homme entouré d'ennemis,
gardant le souvenir de sa femme loin de ses propres proches. En regardant Véronica, qui se retourna brusquement et sortit de la maison à grands pas, claquant la porte si fort que les vitres en résonnèrent, Catherine comprit qu'elle avait raté sa chance. Daniel resta debout au milieu de la pièce, les muscles tendus de ses poings trahissant sa rage et son désespoir. Il était désormais impensable de s'immiscer dans son univers. Elle se sentit accablée et encore plus isolée qu'auparavant. Et, telle une souris, elle se glissa silencieusement sur le chemin qui la ramenait chez elle. La lumière dans les fenêtres de la grande maison lui semblait désormais froide et hostile. La nuit qui suivit la conversation qu'elle avait entendue par hasard n'apporta aucun répit à Catherine. La dispute entre Daniel et Véronica résonnait dans sa tête, se mêlant à ses propres inquiétudes. Catherine se sentait étrangère à ce monde de luxe, de vieilles rancunes et de querelles familiales. Le matin, elle se réveilla avec un poids sur la tête et un sentiment de vide qui la traversait. Il ne restait que 2 jours avant la date limite fixée par Dolores, et la catastrophe imminente pesait sur elle comme un poids physique. Pour Alice, elle s'efforçait de donner l'impression que tout était normal. Elles prirent leur petit déjeuner ensemble, et Catherine se força à sourire en écoutant les récits joyeux de sa fille sur les fleurs extraordinaires qu'elle avait vues la veille dans le jardin de Martin. « Maman, Martin m'a promis de me montrer où vivent les hérissons aujourd'hui !» s'exclama Alice en tartinant de la confiture sur un morceau de pain grillé. « Est-ce que je peux aller chez lui après ton travail ?» demanda Alice. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Catherine en s'efforçant de ne laisser transparaître aucune émotion dans sa voix. « Mais fais attention. »« Je fais toujours attention, » assura la petite fille. L'innocente assurance d'Alice toucha Catherine au plus profond de son âme. Alors que sa fille se sentait en totale sécurité, des nuages s'amoncelaient au-dessus de Catherine, sans qu'elle s'en rende compte. Laissant Alice jouer dans le jardin, Catherine se rendit à la bibliothèque, mais ses pensées l'empêchèrent de se concentrer. Devant elle se trouvait une étagère remplie d'éditions rares. Elle tenait dans ses mains un vieux volume, mais au lieu des caractères gothiques, c'était le visage menaçant de Dolores qui apparaissait dans son imagination. Catherine tente à nouveau de parler à Daniel l'après-midi, lorsqu'elle le vit dans le jardin. Il se tenait près de la roseraie, dont le jardinier Martin prenait si grand soin, et regardait les fleurs, mais son regard était perdu au loin. Après le conflit de la veille, il semblait complètement épuisé. Son visage portait les marques d'une profonde fatigue, et ses épaules tombantes le faisaient paraître plus âgé que son âge. Catherine fit quelques pas vers lui, le cœur battant d'inquiétude. Elle voulait l'appeler, mais elle ne pouvait prononcer un mot. Devant elle se trouvait un homme qui menait lui-même un combat intérieur difficile. Pouvait-elle vraiment lui imposer son fardeau, son histoire, la boue de son passé? Il pourrait ne pas le supporter, la considérer comme une source supplémentaire de problèmes, une épreuve de plus dans sa vie déjà difficile. Et cette crainte de devenir la goutte d'eau qui ferait déborder le vase s'avéra plus forte que son désespoir. Elle partit sans dire un mot, se sentant lâche. Le soir, pendant qu'elle préparait le dîner, son vieux téléphone bon marché, qu'elle gardait exclusivement pour les urgences, émit un bref signal vibrant. Catherine eut un sursaut. Elle savait qui avait envoyé ce message. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. Le texte était laconique et impitoyable. « Demain soir, ne sois pas en retard. Tu auras l'adresse demain matin. » Pas un mot d'accueil, pas de signature. Juste un ordre sévère qui ne souffrait aucune objection. Catherine jeta le téléphone sur la table. C'était fini. Le temps était écoulé. Une vague de panique étouffante lui monta à la gorge. Elle regarda Alice, assise à la table, qui dessinait avec enthousiasme dans son album.
sa fille, sa petite fille, sans défense. Toutes ses actions, tous ses efforts étaient dirigés vers elle. Et c'était à cause d'elle qu'elle se trouvait maintenant dans une situation sans issue. Dans le salon sombre, alors qu'Alice dormait paisiblement dans son lit, Catherine regardait par la fenêtre les lumières scintillantes de la grande maison. Elle se sentait prisonnière dans une cage luxueuse et confortable, mais néanmoins une cage. Elle ne pouvait pas reporter le paiement à Dolores, elle ne pouvait pas avouer à Daniel. Chacune de ses actions semblait mener à une catastrophe inévitable. Et dans cet état de désespoir, au plus profond de son esprit, une pensée terrible, mais unique à ses yeux, germa, celle de s'enfuir. Elle était venue ici pour laisser derrière elle la pauvreté et l'humiliation, mais le passé la poursuivait ici aussi. Peut-être était-elle seule responsable de tout cela. Peut-être attirait-elle les malheurs comme un aimant. En restant ici, elle risquait non seulement son propre bien-être, mais aussi la vie de Daniel, en l'entraînant dans ses ennuis. Et surtout, elle met Alice en danger. Pour protéger sa fille, la seule solution est de disparaître. Encore une fois, partir avant que Dolores ne frappe à nouveau. Se fondre dans la nuit, sans dire au revoir. Se fondre dans la foule urbaine, devenir invisible. Cela signifiait retourner au même cauchemar dont elle avait été sauvée autrefois. Retourner à la faim, au froid et à la peur omniprésente. Dans ce cauchemar, aussi effrayant soit-il, elle était maîtresse de son destin. Ici, elle n'était qu'une belle poupée, privée de tout choix, entièrement soumise à la volonté des autres. L'espoir qui illuminait encore récemment son âme s'était éteint, laissant place à un désespoir froid et pesant. Sauver l'enfant était le seul objectif qui lui restait, même si cela signifiait le replonger dans l'enfer des tourments ardents. Aux premières lueurs de l'aube, le ciel prit des teintes froides et grises. Catherine n'avait pas dormi de la nuit. Elle était assise dans un fauteuil, écoutant le silence de la maison, et la décision qu'elle avait prise pesait sur elle comme une lourde pierre. Se levant, elle se dirigea silencieusement vers la chambre d'Alice. La petite fille dormait dans son nouveau lit moelleux, le visage illuminé d'un sourire serein. Catherine se pencha sur elle, retenant ses larmes. En regardant sa fille, ce petit miracle, elle réalisa qu'elle était sur le point de détruire son conte de fées, ce monde plein de confort et de sécurité. Elle s'apprêtait à la renvoyer dans les profondeurs de la peur et de l'incertitude. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Rester signifiait risquer de la perdre pour toujours. Cette peur était plus forte que tout le reste. « Pardonne-moi, ma chérie », murmura-t-elle en effleurant le front chaud de sa fille. « Maman va tout arranger, je te le promets. » Quittant la pièce sans bruit, elle se mit à l'œuvre. Ses mouvements étaient lents, comme si elle était animée d'une force inanimée, exécutant un programme sinistre. Elle trouva un vieux sac en toile qui datait de leur arrivée. Ce sac semblait être le symbole ironique de leur vie nomade, un triste rappel de leur destin errant. Elle commença à y mettre leurs quelques affaires, quelques vêtements de rechange pour Alice, son livre préféré, Alice au pays des merveilles, un vieux pull. Chaque objet lui rappelait les semaines heureuses qu'ils avaient passées ici, comme s'il la reliait à ces moments lumineux. Voici un t-shirt amusant avec un papillon, acheté avec son premier salaire. À côté se trouvait un album de dessins dont les pages étaient remplies de représentations enthousiastes du jardin et des fleurs. Elle ne mettait pas simplement des objets dans son sac, mais les fragments d'un rêve brisé. Une fois ses bagages faits, elle s'assit à table et prit une feuille de papier. Que devait-elle écrire à Daniel ? « Merci pour tout, mais nous partons. » Trop sec et sans émotion. « Désolé de t'avoir causé des problèmes. » Trop humiliant pour elle. Elle essaya plusieurs fois de commencer la lettre, mais à chaque fois, elle froissa la feuille. Finalement,
Elle ne parvint à écrire que quelques lignes. « Merci pour votre gentillesse. Nous ne pouvons pas rester. Ne nous cherchez pas, s'il vous plaît. Cordialement, Catherine. » Elle laissa la note à l'endroit le plus visible. Il était 6 heures du matin. Alice allait bientôt se réveiller. Il fallait se dépêcher. Elle retourna dans la chambre d'enfant et réveilla doucement sa fille. « Alice, ma chérie, réveille-toi, » murmura-t-elle. La petite fille se retourna d'un air maussade et ouvrit les yeux à moitié endormie. « Maman, que se passe-t-il ?»« Il est encore tôt, » dit Catherine en essayant de calmer sa voix. « Il est temps de partir, ma chérie, » ajouta-t-elle. « Nous allons faire un petit voyage, juste toi et moi. » Alice, complètement réveillée, s'assit sur son lit. Son regard se posa sur le sac posé près de la porte, et son visage d'enfant s'assombrit instantanément, prenant une expression sérieuse et inquiète. « On part pour toujours ?» demanda-t-elle doucement, effrayée. « Pour toujours. Ce n'est que pour peu de temps, ma chérie, juste un changement de décor, » mentit Catherine, incapable de cacher sa douleur à la vue des larmes dans les yeux de sa fille. « S'il te plaît, habille-toi pendant que tout le monde dort encore. »« Je ne veux pas quitter cette maison !» s'écria Alice, la voix tremblante à cause des larmes. « J'aime tout ici. Ma chambre, Madame Piper, Martin, je ne veux pas partir en voyage. »« Alice, ma chérie, calme-toi, s'il te plaît, » supplia Catherine en la serrant dans ses bras. « C'est nécessaire, crois-moi. Nous trouverons certainement un autre endroit agréable. »« Non, je ne suis pas d'accord. »« Je veux vivre ici, » s'écria la petite fille, en se dégageant de son étreinte. « Pourquoi devons-nous partir ? » « C'est à cause de cette méchante tante qui est venue. » Catherine se figea, ne s'attendant pas à ce qu'Alice ait tout compris. « Ma chérie, c'est difficile à expliquer. Je ne suis pas d'accord, je ne partirai pas. » Alice tapait du pied, les joues rouges de colère et de dépit. « Je resterai ici. » Soudain, au milieu de cette conversation calme et désespérée, on entendit un coup sec et distinct à la porte de la maison. Catherine sursauta et son cœur se serra de surprise. Qui pouvait bien venir à une heure aussi matinale ? La gouvernante ? Le jardinier ? Elle se précipita vers la porte, empêchant Alice de parler. En regardant par le judas, elle fut prise d'une véritable horreur. Daniel se tenait sur le seuil, vêtu d'un costume sobre, parfaitement calme, comme si cette rencontre matinale était pour lui tout à fait normale. Catherine s'écarta de la porte. Comment était-il arrivé là ? Avait-il tout découvert ? Avait-il vu la lumière aux fenêtres ? Paniquée, elle essaya de réfléchir à ce qu'elle devait faire. Ne pas ouvrir ? C'était bien sûr stupide. S'enfuir par la porte arrière ? Inutile. Elle prit une profonde inspiration, lissa ses mèches de cheveux et, essayant de garder un visage aussi calme que possible, ouvrit la porte. « Monsieur Grant, bonjour. La raison de votre visite ?» demanda-t-elle, en essayant de ne pas laisser transparaître son inquiétude dans sa voix. Daniel ne répondit pas tout de suite. Son regard se posa derrière elle, s'arrêta sur le sac soigneusement plié au milieu de la pièce, puis revint sur son visage. Il la regardait droit dans les yeux, sans aucune trace de surprise ou d'irritation. Il n'y avait que la froide et lourde certitude. Il fit un pas en avant, la forçant à reculer. « Caterina, je suis au courant du chantage, » dit-il doucement. Mais chacun de ces mots résonna dans le silence matinal comme un coup de tonnerre. Mes services de sécurité ont vérifié votre invité. Les mots de Daniel restèrent suspendus dans l'air, épais et lourds comme du brouillard. Catherine se figea, sentant son dernier espoir s'envoler. Le mur de maîtrise de soi qu'elle avait si soigneusement érigé s'effondra, réduit en poussière. Elle le regardait simplement, incapable de prononcer un mot. Son esprit refusait d'accepter cette information, passant frénétiquement en revue toutes les possibilités. Comment avait-il pu le savoir ?
Depuis combien de temps? Que se passerait-il ensuite? Daniel entra doucement mais fermement dans la pièce et referma la porte derrière lui. Il balaya du regard le décor modeste, le visage en larmes d'Alice, caché derrière sa mère, et le sac de vêtements pitoyable. Puis, il reporta son attention sur Catherine, et dans ses yeux, elle ne vit pas de colère, mais une profonde déception, presque douloureuse. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela ?» demanda-t-il d'une voix douce et pensive. Et cette question ne sonnait pas comme un reproche, mais comme une sincère perplexité. Elle resta silencieuse, sa seule réponse fut de baisser les yeux, incapable de supporter son regard perçant. Toutes ses peurs, toutes ses humiliations, toute cette dépravation dont elle s'était efforcée de le protéger étaient désormais exposées au grand jour, à la vue de tous. Daniel poussa un profond soupir et dit « Ce domaine est soumis à des règles de sécurité strictes. Chaque visite, en particulier les visites inattendues, est enregistrée. Lorsque le taxi a amené ici une femme qui ne figurait pas sur la liste des invités, mes gardes ont immédiatement procédé à une vérification standard. Cela n'a pas pris plus d'une journée. » Il s'approcha de la table et, l'invitant à s'asseoir, lui tira une chaise. Catherine s'y laissa tomber mollement. « Elle s'appelle Dolores Carter », a-t-il poursuivi d'une voix calme, presque dénuée d'émotion, comme s'il lisait un rapport. « Elle dirige le refuge municipal numéro 3. En 5 ans, 4 plaintes ont été déposées contre elle par d'anciens résidents. Elles étaient toutes à peu près identiques. Extorsion, sous la menace de saisir les services sociaux. Mais aucune des plaintes n'a abouti. Les victimes étaient trop effrayées pour signaler officiellement leur cas. Elles n'avaient ni les moyens ni la force de lui résister. Moi, j'ai les deux. » Il fit une pause, lui laissant le temps de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Et Catherine sentit soudain qu'elle ne pouvait plus se retenir. L'espoir qu'elle avait si longtemps et si obstinément nourri en elle s'effondra. Elle se couvrit le visage de ses mains, et ses épaules se mirent à trembler sous l'effet de sanglots silencieux et convulsifs. Ils reflétaient non seulement la douleur de la peur, mais aussi la honte, le soulagement et une fatigue monstrueuse. Toute cette horreur qu'elle avait vécue seule s'était enfin échappée. Voyant l'état de sa mère, Alice se précipita vers elle et l'enlaça fermement par les jambes. « Maman, ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas, » murmura-t-elle. Daniel attendit un moment que la vague de désespoir qui submergeait Catherine s'apaise. Puis, il s'approcha de la table, versa de l'eau dans un verre et le posa devant elle. « J'avais peur, » murmura-t-elle enfin d'une voix rauque et brisée, à travers ses larmes. « J'avais peur de vous le dire. Vous nous avez tout donné. Cette maison, un travail, une vie heureuse. Vous avez offert à ma fille ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Je devais vous dire que mon passé avait apporté ce malheur, que j'étais moi-même un problème. Je ne pouvais pas faire ça. » Elle leva les yeux vers lui, rougie par les larmes qui reflétaient toute sa souffrance. « Je pensais que vous regretteriez votre décision. Vous comprendriez que je suis la source de tous ces problèmes, et vous partiriez simplement pour préserver votre tranquillité. Ce serait une décision raisonnable. À votre place, j'aurais fait de même. » Ces paroles étaient empreintes d'une sincérité et d'une conviction si profonde quant à sa propre insignifiance que Daniel ne put s'empêcher de tressaillir. « Mais ensuite, » continua-t-elle d'une voix encore plus faible, « j'ai découvert le journal intime. Dans la bibliothèque, dans un tiroir secret du bureau. Le journal intime d'Olivia. » Le nom de sa femme se figea instantanément sur le visage de Daniel. Il se raidit, et Catherine craignit un instant d'avoir franchi une ligne rouge. « Je sais que je n'avais pas le droit, » s'empressa-t-elle de préciser, « mais je l'ai lu. J'ai appris son existence, votre aspiration commune, le fond. J'ai compris la raison de votre aide. Ce n'était pas par pitié. Vous avez simplement
fait votre devoir envers elle. Et quand j'ai compris cela, je n'ai plus vu en vous un protecteur sans limite, mais un homme qui sait lui aussi ce qu'est la perte. J'ai décidé de tout vous confier. Je me rendais chez vous avant-hier soir, mais j'ai entendu votre conversation avec Véronica, et l'angoisse m'a de nouveau envahi. Mes problèmes m'ont semblé insignifiants par rapport aux vôtres. Elle se tut, épuisée par sa confession. Le silence régnait dans la pièce. Daniel était figé, le regard fixe, comme s'il revivait chacun de ses mots. Son apparence professionnelle, sa réserve, tout cela semblait s'être évaporé. Sous ses yeux, elle voyait un homme mis à nu jusqu'au plus profond de son âme. Après les avoir perdus, commença-t-il d'une voix rauque et déformée, « Cette maison est morte. Il est devenu un ensemble d'objets précieux, un tombeau de souvenirs. Je venais dans cette bibliothèque, je m'asseyais dans mon fauteuil préféré et je me réfugiais simplement dans le silence. Le fonds, héritage, est la seule chose qui reste. Le travail avec les documents et les comptes était routinier, comme vous l'avez dit. J'ai tenu ma promesse, mais il n'y avait pas de vie là-dedans. C'était juste un devoir, pas quelque chose qui enflammait mon âme. » Il regarda Catherine. « Et puis, je vous ai vue dans le parc. Vous étiez assise sur un banc, et votre douce manière d'enseigner à Alice dégageait une telle vivacité, une telle foi. Et pendant un instant, j'ai cru voir Olivia et Lily. J'ai vu cette perspective lumineuse qui aurait pu exister s'il n'y avait pas eu ces injustes revirements du destin. En vous invitant ici, j'ai agi pour la première fois depuis des années non par devoir, mais par élan du cœur. Je voulais que les rires des enfants résonnent à nouveau dans cette maison vide, que cette bibliothèque trouve un propriétaire qui, comme Olivia, aimerait les livres de tout son cœur. » Il soupira, et quand mes gardes m'ont informé de la présence de Dolores, je n'ai pas ressenti d'irritation. J'ai été pris d'une rage folle. Une rage bouillonnait en moi, parce que quelqu'un avait osé s'introduire dans cette maison et tenter de détruire le fragile équilibre qui commençait tout juste à s'installer ici. Et une rage contre moi-même. J'avais érigé des murs si hauts autour de mon chagrin que tu ne t'es pas senti en sécurité pour venir me demander de l'aide. C'est ma faute, Catherine, pas la tienne. » Il se leva et s'agenouilla devant Alice en pleurs, puis lui dit doucement, « Alice, ta mère est une femme au cœur fort et courageux, et elle n'est en rien responsable. Tu m'entends? La méchante tante ne vous dérangera plus jamais, quelles que soient les circonstances. Je te le promets. » Puis il se leva et regarda le sac posé au milieu de la pièce. « La police attend déjà Dolores. Elle devait vous rencontrer ce soir pour vous remettre l'argent. Mais d'autres personnes viendront à votre place, et tout sera réglé aujourd'hui même. Vous n'aurez plus à vous cacher. » Il s'approcha de Catherine, et pour la première fois depuis leur rencontre, se permit un geste tendre, presque paternel. Il posa sa main sur son épaule. « Je pense qu'il est temps de déballer ce sac. Vous êtes chez vous, Catherine. Vous et Alice, ici, dans votre maison. La vraie. » Le soir tombait sur le domaine, mais cette fois-ci, il n'était pas assombri par l'inquiétude. Après la conversation du matin, la tension s'était progressivement dissipée, laissant place au silence et à un doux sentiment de soulagement. Catherine et Alice restèrent dans leur petite maison. Daniel était parti, promettant de s'occuper de tout. Catherine ne lui posa pas de questions, ses paroles lui suffisaient. Avec sa fille, elles déballèrent le sac en silence. Chaque objet retrouvé reprenait sa place, comme un petit pas qui les éloignait du bord du précipice. Le t-shirt avec le papillon retourna dans la commode, l'album de dessin sur la table. Ce simple rituel leur apportait un immense bienfait thérapeutique. Il confirmait leur droit d'exister ici. Plus tard, alors qu'Alice était déjà endormie, Catherine reçut un message de Daniel sur son téléphone. « C'est fini. Elle a été arrêtée. » Rien de plus.
Catherine relut plusieurs fois ces 3 mots. Bref, secs, mais derrière eux se cachait la fin de son histoire personnelle douloureuse. Au lieu de joie ou de malice, elle n'éprouvait qu'un immense soulagement qui l'envahissait tout entière et la faisait fléchir les genoux. Elle s'assit sur la véranda et regarda longuement le ciel étoilé, sans ressentir, pour la première fois depuis plusieurs jours, le poids de la menace. Le danger était écarté. Le lendemain, Daniel l'invita dans une bibliothèque confortable où, malgré la chaleur, le feu crépitait doucement dans la cheminée. L'air fatigué, mais ayant retrouvé une harmonie intérieure, il lui indiqua d'un geste les 2 fauteuils près de la cheminée et dit « Je tiens à vous présenter à nouveau mes excuses pour avoir été incapable de voir votre peur à cause de ma propre souffrance. Je vous ai créé un environnement favorable, mais je n'ai pas su vous offrir le plus important, un sentiment de sécurité totale. Non, c'est moi qui vous demande pardon, répondit Catherine doucement. J'aurais dû vous croire plus tôt. Mais mon habitude de ne compter que sur moi-même et de m'attendre au pire du monde m'a empêché de croire en votre sincérité. La confiance se gagne, dit-il. J'espère que j'y parviendrai. Catherine, j'ai beaucoup réfléchi hier. Les mots d'Olivia dans son journal, vos mots m'ont fait prendre conscience de mon erreur. J'ai transformé son rêve en un mausolée froid et sans âme. La fondation fonctionne, transfère des fonds, mais elle n'a pas cette étincelle qui était en elle. La même étincelle que j'ai vue en vous dans ce parc. Il la regarda. Son regard était ferme. Votre mission à la bibliothèque est terminée. Je voudrais vous en proposer une nouvelle. Catherine se tendit, essayant de comprendre son intention. Je voudrais que vous dirigiez le fonds « Héritage », dit-il. Catherine se figea, perdue pour un instant. Elle le regardait, n'en croyant pas ses oreilles. « Moi » finit-elle par articuler. « Mais je ne suis qu'une enseignante. Je ne connais rien à la gestion, aux finances. » « Vous comprenez l'essentiel, » l'interrompit Daniel. « Vous percevez l'essence des choses. Vous comprenez ce que signifie être au plus bas. Vous savez à quel point le soutien est important au bon moment. Vous appréciez les connaissances. J'ai déjà des financiers et des avocats. J'ai besoin d'une personne compatissante et qui a une vision juste des choses. Une personne capable de transformer ce fonds d'un mécanisme de distribution de fonds en une entité vivante et respirante. Une personne qui trouvera des filles comme Alice et des mères dévouées comme vous, et qui leur offrira, non pas de simples promesses formelles, mais de réelles opportunités. Vous, Catherine, êtes le choix idéal. Olivia vous aurait admiré. » Sa confiance était si forte que les doutes de Catherine commencèrent à s'estomper. C'était incroyable. Passer du statut de femme sans abri et persécutée à celui de directrice d'une grande fondation. Mais son raisonnement était indéniablement logique. Son parcours, ses souffrances, sa profession, tout cela s'était soudainement assemblé pour prendre un sens nouveau et plus profond. Ce n'était pas seulement un devoir, mais une occasion de transformer sa tragédie personnelle en une source d'espoir pour les autres. « Je ne sais pas si je vais y arriver, » murmura-t-elle, mais sa voix n'avait plus le désespoir d'avant. « Tu vas y arriver, » dit Daniel avec fermeté, « et je serai là pour te soutenir. Nous y arriverons ensemble, en mémoire d'elle. » Catherine le regarda le feu qui crépitait dans la cheminée, regarda les innombrables livres qui l'entouraient, et pour la première fois depuis des années, elle sentit que son passé ne la condamnait pas à suivre un chemin tout tracé, mais qu'il lui servait de base. Une base sur laquelle elle pouvait construire quelque chose de nouveau, de lumineux et de magnifique. Elle prit une profonde inspiration et dit avec fermeté « J'accepte. » 2 années s'écoulèrent. Dans l'un des quartiers animés, mais pas les plus riches, de la ville, eut lieu l'inauguration solennelle d'une nouvelle bibliothèque pour enfants, le premier projet d'envergure du fonds renouvelé Patrimoine.
Catherine, vêtue d'un élégant tailleur qui ne pouvait cacher son sourire radieux, se tenait à l'entrée et coupait le ruban rouge. Elle avait changé au point d'être méconnaissable. La femme, tourmentée et anxieuse, avait disparu, laissant place à une femme d'affaires sûre d'elle et énergique, dont les yeux reflétaient l'intelligence et la gentillesse. À côté d'elle, souriante, se tenant à l'écart des flashs des appareils photo, se tenait Alice, diplômée de l'une des écoles privées les plus prestigieuses. Dans la foule des invités, Daniel observait avec une fierté non dissimulée Catherine, qui n'était plus pour lui une sauveuse, mais une compagne et une amie fiable. Catherine s'approcha du micro, et sa voix calme et assurée résonna dans toute la place. Elle souligna l'importance de donner à chaque enfant accès à la connaissance et expliqua comment un seul livre lu sur un banc dans un parc pouvait changer non seulement une vie, mais des centaines de vies, en exerçant sur elles une influence profonde et significative.